Eh bien, bienvenue à ces ateliers Naître enchanté, gestion du stress. Nous avons créé ces ateliers lors du premier confinement pour vraiment permettre aux couples de rester en lien avec leur bébé, avec la maternité, dans une sérénité toute relative puisqu'on était vraiment dans le grand inconnu. Aujourd'hui, on est beaucoup moins dans l'inconnu, mais on est quand même dans beaucoup de stress. Donc, on n'a jamais lâché ces ateliers. Et puis, aujourd'hui, on les co-anime avec Dominique qui est présente et puis Lauriane qui va intervenir, qui est une maman comme vous et qui, grâce à elle, grâce à sa présence, va faire que cet atelier va être vivant. Euh, Bien évidemment, au plus vous êtes nombreuses en direct, au mieux c'est parce que du coup, vous êtes toutes différentes et du coup, toutes vos questions sont hyper pertinentes. Voilà, donc on y va. Je vais arrêter de partager. Par quoi tu veux commencer, Dominique? Alors, bah là, déjà, tu vois, je vois personne parce que j'ai la première image du PowerPoint sur mon écran. D'accord. Est-ce que tu veux commencer par le PowerPoint? Oui, oui, Allez, ton entrée en matière, on y voilà. va. Alors, voilà, c'est un atelier, le premier atelier d'une série de 4. Alors, par contre, tu peux me le mettre en grand parce que je ne les vois pas, les ateliers collectifs. Allô, Magali? Oui, 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 là je les ai en grand. Bah oui, mais moi, ça va être compliqué. J'ai Sereine pendant la grossesse, moi, en grand, mais j'ai pas les ateliers collectifs. Bon, bah écoute, C'est pas grave. Voilà, bah ça y est, je les ai. Voilà, donc ces ateliers, donc nous sommes sur le premier atelier du premier mardi du mois de janvier de cette année 2022. Le thème aujourd'hui, ce sera serein, sereine pendant la grossesse. Il y en aura un autre mardi prochain sur serein, sereine pendant les contractions. Ensuite, le troisième mardi du mois, ce sera serein, sereine à la maternité. Et enfin, le dernier, retour à la maison, toutes les questions qui se posent au retour à la maison, ce qu'on appelle le postnatal. Et je ne sais pas si... non, il n'y a pas 5 mardis au mois de janvier, 1, 2, 3, 4, 5. Mais quand il y a un cinquième mardi, eh bien, c'est un thème qui porte sur le baby blues qui se prolonge, la déprime postpartum, voilà. Donc ça, ce sera certainement, je ne sais pas quand, pas tout de suite en tout cas. Donc, ce premier atelier qui s'intitule Serein, sereine pendant la grossesse, euh, est-ce qu'il vous inspire justement, est-ce que le titre vous inspire quelque chose? Est-ce que il y a des raisons pour vous de ne pas forcément être sereine ou serein pour le partenaire pendant la grossesse? Il faut que je réponde là du coup. Oui. Alors, je ne vois pas Bah oui. l'image, hein, Magali. Voilà. Oui, il y a Là, des raisons d'être serein ou sereine pendant la grossesse, notamment si la grossesse se passe pas bien déjà. Oui. Euh, Après, si la grossesse se passe bien, il y a quand même le stress d'accueillir un nouvel enfant, de devenir parent. Si c'est le premier, d'autant plus. Oui. Si c'est le deuxième, enfin moi c'est le deuxième en tout cas. Des fois, oui, on peut avoir le stress quand même de est-ce qu'on va réussir à gérer les deux? Est-ce qu'on va aimer le deuxième pareil? Est-ce que Mhm. on va pas... Moi, je le vis un peu comme ça, en tout cas au début de la grossesse, de me dire j'ai l'impression de trahir un peu mon premier bébé en étant enceinte d'un deuxième, parce que tout mon amour va vers lui et que un peu l'impression d'avoir un intrus qui va venir s'imposer entre nous deux. Donc oui, c'est un peu bizarre comme sentiment. Donc voilà. Et puis oui, le côté matériel, voilà. Et si encore une fois, si la grossesse, il y a des soucis médicaux, forcément, il y a du stress en plus. Voilà. Là, dans ton cas, Lauriane, il y a des soucis médicaux ou pas? Ou c'est des évocations, effectivement, de causes de stress? Alors beaucoup eu pour ma première grossesse, donc c'est pour ça que j'en parle. Pour la deuxième, là, ça a l'air de bien se passer, donc je croise les doigts
Ça D'accord. continue voilà, de bien se passer, mais c'est vrai que pour la première, ça a été très très compliqué. C'était une grossesse par FIV et après un parcours un petit peu long. Et voilà, dès le début, il y a eu des soucis de décollement placentaire, enfin, plein de choses. Je ne vais pas vous faire les détails, mais voilà, on a dû faire une IRM, on a dû, D'accord. avec voilà, le stress que ça représente, voilà, j'ai été alitée 1 mois et demi avant d'accoucher par césarienne obligatoire parce que j'avais interdiction d'accoucher par voie basse, donc pendant le confinement. Donc voilà, il y a eu un lot de stress pour le Oui, premier. effectivement, effectivement. Donc, effectivement, c'est une réminiscence de stress passé. Pour l'instant, tout va bien et puis il n'y a pas de Oui, raison, hein, mais effectivement, tout ça, c'est des mémoires qui sont pas forcément faciles à gérer quand on se retrouve à nouveau enceinte. c'est ça. Euh, Est-ce que... alors oui, je voulais revenir sur effectivement l'évocation de se dire que quand on a un deuxième enfant, on se demande si on va aimer le deuxième autant que le premier. Et je pense que Oui, c'est assez, assez partagé. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'amour, c'est pas un gâteau qu'on découpe en portions. En fait, c'est la multiplication des pains, en fait. C'est-à-dire que plus, à la limite, plus on a d'enfants, plus on a d'amour à donner, mais que c'est pas un amour qu'on partage, quoi, en fait. Et que j'ai compris ça après, mais c'est vrai que souvent on le comprend une fois que le bébé est là et qu'on se rend compte que ça pose pas de problème, en fait. Mais c'est vrai que le questionnement est légitime parce que on est tellement, quand on a un seul enfant, bah, c'est vrai que tout notre amour se porte sur lui. Et on se demande parfois pourquoi, enfin, si on pourra le faire aussi avec un deuxième. Mais voilà, donc pas de souci, ça se multiplie, l'amour. Après, moi, je vois, j'étais fille unique et donc du coup, j'ai aujourd'hui 3 filles à 21 mois d'écart. Donc, j'ai énormément ressenti la sensation de trahir chaque fois la précédente. Et jusqu'à ce que je rencontre une personne qui m'a dit, mais enfin, nous, on est une fratrie de filles, et on n'a pas cessé de rigoler toute notre enfance, on était très, très soudés, et franchement, je ne comprends pas de quoi tu me parles. Et du coup, ça m'a énormément soulagée parce que, bon, étant donné que j'étais déjà coach, je me suis dit, là, je suis en train de créer quelque chose qui va, qui peut se réaliser tellement j'y crois. C'est-à-dire le fait que ben, des fratries sont automatiquement jalouses, automatiquement en compétition. Et en fait, Isabelle Filiosa explique très très bien comment nous, parents, on peut se positionner pour éviter la compétition. C'est-à-dire ne jamais les comparer, ne jamais être dans des superlatifs, plus l'un, plus l'autre. Et je sais que moi, par exemple, chaque fois qu'il y en avait une qui naissait, bon, voilà, elles sont trois, au bébé, quand l'aîné était là, je parlais au bébé et je lui disais, oh là là, si tu savais la chance que tu as d'avoir une grande sœur comme Zoé ou comme Gabi, parce que vraiment, elles sont vraiment super. Et du coup, les grandes l'entendaient comme ça et bah, elles se sentaient vraiment très, très contentes d'être reconnues, quoi. Hier, j'ai accompagné pour la 5e séance, alors dans le cadre d'accompagnement de couple, hein, un couple qui venait d'avoir son 4e bébé à voilà, 6, 4, 2, à 2 ans d'écart. Et en fait, j'ai trouvé qu'ils avaient. Je leur demandais effectivement comment c'était vécu, surtout le petit dernier qui a 2 ans. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils avaient emmené, enfin le papa, il avait emmené les 3 aînés acheter des petits cadeaux pour le bébé qui venait d'arriver. Et bah, ils avaient aussi prévu que le bébé offre des cadeaux à ses frères, parce que c'est une petite fille qui a 3 frères du coup. Et du coup, ça a mis quelque chose de, comment dire ça, euh, c'est un petit peu comme si elle était intronisée dans la famille par les 3 aînés. Le fait de faire un présent hein, de naissance, un présent pour lui dire qu'elle arrivait dans la famille. Moi, j'avais trouvé que c'était une bonne idée. Et les enfants, ils ont adoré ça. Alors, les enfants avaient quel âge, Dominique? 6, 4 et 2.
D'accord. Parce qu'alors ça, c'est assez controversé par les psychologues, Ah oui, surtout pour ceux qui sont un peu plus grands, tu vois, 6 ans, parce qu'ils savent pertinemment que le bébé ne peut pas arriver en offrant un cadeau, et du coup, ils se sentent un peu pris pour des bébés, justement. Tu d'accord. vois, donc il faut. Ouais, c'est à manier avec des pincettes, cette histoire du bébé, du nouveau-né qui arrive avec un cadeau. Voilà, à vérifier avec des personnes dont on a confiance, quoi, tu vois. Mm, Alors, je pense en plus, alors si tu veux, ce qui est bien dans ce que tu racontes, c'est que les parents sont tellement convaincus et sont tellement joyeux de faire ça que sûrement dans cette famille, ça passe bien, tu vois. Mais voilà. Euh, à manier avec des pincettes, suivant qui on est. Voilà, c'est tout l'art de la parentalité, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui passent très très bien avec certains parents, et puis d'autres qui vont le faire parce qu'on leur a dit de le faire, et puis ça va être mal vécu par l'enfant. Donc c'est ça qui, moi je trouve que vraiment la parentalité c'est un art, quoi. Voilà. Ce qui m'intéresserait, Lauriane, de savoir, et surtout pour les autres parents qui vont regarder le replay, c'est que effectivement, il y a trois, je dirais, il y a trois grands stress pendant la grossesse. Il y a celui qu'on nous inflige par beaucoup le personnel médical, hein, c'est-à-dire qu'on est constamment surveillé. Et du coup, cette surveillance constante nous rappelle, qu'on le veuille ou non, enfin, nous renvoie l'idée qu'on n'est pas suffisante, qu'on n'est pas suffisante pour la sécurité de notre enfant. Ce qui fait que ce qu'on envoie dans le cerveau, c'est en fait, heureusement qu'il y a les autres parce que je ne suis pas suffisante pour garantir la sécurité de mon bébé qui se développe en moi. Ça, c'est pas très très fun pour une maman, surtout pour une première naissance. Donc, bon, là, il se trouve que toi, dans ta première naissance, heureusement que tu as été bien surveillée parce que vous avez pu détecter beaucoup de choses et que vous avez pu accompagner ce qui se passait. Comment tu as géré justement les stress de cette ultra surveillance? Ouais, bah, c'était alors déjà ce sentiment de ne pas être suffisante, je l'avais bien avant puisqu'on avait une infertilité inexpliquée, donc j'ai vraiment bien ressenti ce sentiment-là de ne pas être capable Ouais, de fabriquer un bébé. Donc une ouais, fois que je me suis décidée à faire les protocoles, voilà, j'avais passé ce cap-là. Et c'est vrai qu'après, je pense pas que je l'ai vécu comme ça parce qu'une fois que j'avais passé ce cap, je me suis abandonnée au médecin en fait. Après, et pourtant, j'ai un métier où je comprends parfaitement ce qu'on me dit, les médicaments et tout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais une fois que j'avais accepté de faire les protocoles, je suivais tout bêtement ce qu'on me disait de faire, les injections, les machins et tout. Et voilà. Donc, j'avais pas forcément ce sentiment d'être insuffisante. Par contre, d'être un peu envahie, oui. Après, quand j'étais à l'hôpital, ouais, c'était compliqué parce que j'avais des monitorings matin, tous les matins. Je voyais des médecins, les infirmières, les sages-femmes plusieurs fois dans la journée. Donc, les médecins, c'était pas les mêmes tous les jours. Donc, ils avaient un discours différent chacun. Ça occasionne forcément du stress. Donc, c'était pas forcément par rapport à mon incapacité pour le coup, puisque là, j'avais été rassurée vu que finalement, bah, ça avait fonctionné. Mais après, oui, il y a peut-être aussi quand même cette incapacité à accoucher par voie basse, qui moi, me tenait à cœur, de faire un accouchement physiologique, etc. Donc, voilà, moi, j'avais un placenta prévia, donc c'était interdit. Voilà, c'est comme ça. Donc, l'avantage, c'est que j'ai eu le temps de m'y préparer parce qu'on me l'a annoncé tôt dans la grossesse. Donc, j'ai eu le temps de faire ce deuil-là. J'ai beaucoup, après, quand j'étais hospitalisée, j'avais le temps, donc j'ai beaucoup médité aussi. J'ai beaucoup lu et je me suis reposée. Donc, finalement, je pense que ça m'a aidé aussi à gérer ce stress-là. d'accord. Quelqu'un de Et très pour le actif et je père, suis capable de rester ouais. posée. Et pour le père, comment il a vécu tout, est-ce qu'il a vécu lui de manière stressante? Comment il s'en est, quelles astuces il a mis en place pour rester serein? Euh, Ça a été très stressant pour lui, oui, parce que, notamment au moment de l'hospitalisation, parce que j'étais hospitalisée, j'avais des forts saignements, donc c'était impressionnant, quoi. C'était très impressionnant. Donc oui, il y a eu une grosse dose d'adrénaline pour lui, et même s'il ne me l'a pas forcément trop montré, je pense, sur le moment. Mais
lui, bah, il travaillait, donc il avait, je ne sais pas si c'était un exutoire pour lui, il faisait du sport aussi à l'époque, c'était avant le confinement, donc ça l'aidait pas mal. Mais on n'en a pas trop parlé, ouais. Donc je ne peux pas dire comment il a géré ce stress-là, parce qu'on n'en a pas... On n'a pas trop parlé, puis lui, il n'est pas trop dans la méditation, etc. Donc, je sais qu'il n'aura pas fait ça. Après, voilà, lui, il fait à sa manière, il va se promener, et c'est une autre forme aussi de se vider la tête. Et ça, il le fait dès qu'il peut, quoi. Donc, Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, en fait, oui, on peut repérer 3 types de stress hein, globalement pendant la grossesse. Il y a les stress de l'extérieur, les équipes médicales et de soins qui nous surveillent, la famille, les copains, tout ce qu'on peut nous renvoyer. Que ça soit des témoignages positifs, ah, tu vas voir, ça sera super, ou que ça soit des témoignages, mon Dieu, tu vas voir, c'est horrible. Rien n'est serein parce que chaque fois on se compare, on se dit oui mais moi est-ce que je vais arriver à me dire que c'est super, est-ce que moi je vais arriver, est-ce que je vais me dire comme elle que c'est horrible, donc tout ça ça atteint, ça peut atteindre la femme qui n'est pas du tout fragile mais qui est vulnérable. Et donc voilà pourquoi on est vraiment obligé voilà, de faire attention à soi dans le sens attentionné. Il y a aussi nos propres stress, ce qu'on se dit, ce qu'on imagine. Alors on peut avoir du stress lié au passé, lié au présent ou lié au futur. Donc c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui nous stresse précisément, de rentrer vraiment d'aller creuser voilà, ce qui va nous fragiliser. Et puis il y a le stress de la société. Et ça, il faut pas la gommer parce qu'elle est hyper présente actuellement à l'échelle mondiale. Et donc, souvent les femmes, vous êtes dans votre état modifié de conscience, dans vos hormones de la grossesse, donc vous êtes un peu protégées de ça, c'est-à-dire que les hormones vous permettent de regarder, d'avoir, que vous le vouliez ou non, une certaine distance. Mais les hommes, ils ne sont pas du tout protégés parce qu'ils sont déjà entre votre monde et celui de la réalité, je dirais, dure du terrain. Et donc, les hommes peuvent avoir un très gros stress lié à le regard qu'ils ont sur la société. Donc, tous ces stress-là, la première étape, c'est de vraiment les regarder, prendre le temps de se regarder, de se dire où sont mes stress, ne pas avoir peur de les regarder pour pouvoir passer à l'action. En fait, ce qui va vraiment nous permettre de maîtriser le stress, on ne l'évacue pas complètement et c'est pas plus mal, mais de renforcer notre confiance en nos capacités, c'est de se mettre en action et on va regarder dans cette séance quelles actions mettre en place pour développer la confiance parce que c'est la confiance qui permet d'avoir un accouchement pas forcément plus court parce qu'un accouchement, un bel accouchement, c'est un accouchement qui est long. Voilà, le temps joue avec le corps, mais un accouchement où on est bien, où on se sent bien et où on va sortir radieuse parce que c'est vraiment possible. Du coup, Lauriane, tu vas avoir une seconde césarienne? euh, je sais pas. Pour l'instant, le placenta se positionne bien, donc on croise les doigts que ça D'accord, continue et que je puisse accoucher par voie basse. On va voir. C'est pas obligatoire, mais j'ai des facteurs de risque, donc on verra. d'accord. Dominique, si tu veux prendre le relais. Oui, alors sur le PowerPoint, oui, il y a un petit outil non, un vrai grand outil Alors qui est attends, je le partage. la, voilà, Hop, voilà. Et ça sert en fait à chaque fois qu'on a besoin de trouver une réponse. En tout cas, comment s'y prendre quand on a un désir, comment s'y prendre pour que ce désir finalement puisse se vivre. Et on a, comment dire, pas détecté, mais il y a 4 étapes en fait qui permettent finalement de vivre au mieux le désir qu'on peut avoir
ou un besoin aussi, hein. Effectivement, Magali vient de parler de la confiance. Si j'ai un désir, bah, c'est vrai qu'il faut que je puisse avoir confiance en moi pour me dire, bah oui, je vais le réaliser, je vais essayer de le réaliser. Je peux aussi m'aider, en tout cas être soutenue par des personnes qui ont confiance en moi. Bon, pour l'accouchement, effectivement, ça va être le partenaire, mais ça va être aussi la sage-femme. C'est important de faire confiance dans l'équipe qui nous accompagne. Et si, à un moment ou à un autre, on a le sentiment qu'on n'est plus trop sur la même longueur d'onde, je sais pas, par exemple avec la sage-femme, bah, c'est important quand même de pas continuer. C'est important de se faire aider ou de se faire accompagner par des gens qui sont vraiment dans notre dimension, dans notre démarche, hein, et ça, on le sent. Et c'est pas parce qu'on l'a choisie, cette sage-femme, qu'on doit la garder forcément jusqu'à la fin de la grossesse. Si on se sent pas à l'aise avec elle, pour une raison, peu importe la raison, hein, c'est important de pouvoir se le dire et puis de prendre une décision par rapport à ça, pour rester effectivement dans la confiance. L'étape d'après, dans cette roue, c'est l'expression. Et donc justement, si on se rend compte qu'on est accompagné par quelqu'un avec lequel on n'a pas forcément la même vision des choses, c'est important de pouvoir le dire, de l'exprimer. Et c'est pas facile, mais ça fait partie de l'évolution de cette roue, si vraiment je veux arriver au bout et pouvoir vivre pleinement ce que j'ai envie de vivre, hein. Donc, ça peut être aussi à l'hôpital, hein, et dire ce qu'on ressent. C'est essayer d'exprimer nos ressentis. Et il n'y a pas de ressenti voilà, à ne pas exprimer, hein. Tous les ressentis peuvent être entendus par l'équipe médicale. Euh, Ça peut être, j'ai le souvenir d'une maman, la gynécologue lui parlait avec les bras croisés sur la poitrine et elle le vivait pas très bien parce qu'effectivement c'est une gestuelle qui n'est pas vraiment dans l'ouverture et elle lui a dit gentiment, elle lui a dit moi j'aimerais bien que vous ne mettriez pas vos bras comme ça parce que moi ça me met mal à l'aise. Et ben, c'est courageux hein, d'arriver à le dire et c'est vrai que d'exprimer vraiment ce qu'on ressent, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que ça nous habitue aussi, pendant l'accouchement, à écouter ce que notre corps nous exprime, hein. Troisième étape, c'est le dépassement. Le fait d'exprimer quelque chose qui nous tient à cœur dans une situation qui n'est pas forcément simple et qui n'est pas propice forcément à l'expression, ben, ça veut dire qu'on fait un effort et que c'est un dépassement de soi. Il n'y a pas de petits, enfin, il y a des petits, des grands dépassements, mais tout dépassement a une valeur. Le fait de se dépasser, ça donne, alors du coup, c'est rétroactif, ça donne confiance en soi. Ça veut dire que on se sent pleinement dans ce qui est juste pour nous. Et donc, ça renforce la confiance qu'on peut avoir en soi, hein. Et puis enfin, bah, l'accomplissement. C'est-à-dire que si effectivement j'ai réussi à développer ma confiance en moi, à m'entourer de gens en qui j'ai confiance, que j'ai réussi à m'exprimer sur ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas, et que ça a été pour moi un dépassement, bah, effectivement, à la fin de la roue, on a une estime de soi qui se développe et, et, et ça nous renforce beaucoup. Et puis, évidemment, l'estime de soi, c'est un cadeau qu'on garde toute sa vie, dans la mesure où on s'en souvient et qu'on banalise pas ça, hein. Mais voilà, alors, cette roue, on peut l'utiliser vraiment face à plein de situations, à partir du moment où on a un désir, hein, et qu'on veut arriver au bout, et qu'on veut exprimer, mettre en action, et pouvoir réaliser en fait ce désir, hein. Donc voilà pour cette roue de l'estime de soi. Est-ce que là,
Laurine, je crois, hein, c'est pas Lorraine, Laurine. Est-ce que il y aurait un désir là particulier pendant cette grossesse ou par rapport à l'accouchement? Un désir particulier, oui, le désir particulier, c'est de réussir à accoucher par voie basse, parce que j'ai pu le faire pour mon premier, et de le faire de la manière la moins envahissante possible avec l'équipe médicale. Donc malheureusement, je ne pouvais pas aller dans une filière, notamment la filière alternative ailleurs. Donc je suis obligée d'accoucher là où j'ai accouché par césarienne à Sainte-Mus. Après, le gynécologue qui m'avait suivi était très gentil et j'ai toute confiance en lui. Mais voilà, j'aurais peut-être pas le cadre physiologique que j'aurais souhaité. Donc j'essaye de préparer par moi-même en fait pour voilà, donc là j'ai trouvé cette sage-femme en autonomie, on va la rencontrer bientôt. J'espère qu'effectivement, comme vous disiez, le courant va bien passer et qu'on n'aura pas besoin de changer en cours de route. Donc voilà. Et puis ce qui va éventuellement me stresser un peu, c'est que ça ne sera pas forcément elle qui va être là le jour de l'accouchement. Donc est-ce que les personnes qui seront là le jour de l'accouchement seront suffisamment ouvertes et pour me laisser le champ libre voilà, avec mon mari. C'est plus ça qui me questionne en fait, parce que voilà, quand j'en ai discuté avec mon gynécologue, il m'a bien dit que oui, ils s'y mettent, ils ont un peu du matériel, mais ils n'ont pas vraiment une salle nature. Ils ont certaines sages-femmes qui font ces techniques-là, mais voilà, ils sont encore pas, on va dire, au point pour avoir une équipe totalement dans cet état d'esprit-là. Donc c'est vrai que si j'arrive à avoir cette chance d'accoucher par voie basse, je ne sais pas comment ça va se passer et ça va représenter une petite appréhension pour moi de savoir si je vais pouvoir m'imposer finalement, avoir suffisamment confiance en moi pour dire foutez-moi la paix, je sais ce que je fais et voilà. Ce qu'on vient d'évoquer là, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a des, comment dire, avec cette sage-femme, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles? Est-ce que cette confiance en toi, est-ce que tu as une idée? Comment la développer? Bon, tu as confiance en elle, manifestement. Hein? Alors, je ne la connais pas encore. Après, les premiers contacts que j'ai eus par téléphone m'ont laissé une bonne impression. Donc, bon, j'espère que ça va se confirmer, que le courant passera bien aussi avec mon mari, vu que l'autonomie, c'est quand même vraiment à trois, quoi. Hein. Donc, voilà, c'est pas seulement moi. Après, je pense que j'ai quand même acquis un peu de confiance en moi suite à la première grossesse, surtout pour l'arrivée du bébé à la maternité, en fait, parce qu'avant ça, j'avais quand même lu pas mal de livres, notamment sur l'allaitement, parce que ça me tenait à cœur d'allaiter. Et heureusement, parce que j'avais suffisamment compris, intégré ces choses-là pour avoir confiance en moi et, on va dire, tenir tête à des équipes changeantes qui étaient tantôt très accompagnantes, tantôt j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, si votre petit prend pas du poids, on va lui donner un biberon, alors que bon, heureusement que j'avais confiance en moi parce que je pense malgré tout être une personne qui a relativement confiance en soi à la base, hein, même si ça c'est après un travail de plusieurs années. Et heureusement que j'avais lu ces livres aussi là, parce que ça m'a permis d'ancrer cette confiance et de tenir tête. Peut-être pas les 2 premiers jours, le premier jour surtout parce que voilà, j'étais fatiguée, ma césarienne avait été éprouvante et donc j'ai pas forcément osé dire non, je veux pas que vous lui donniez un biberon. Mais finalement, petit à petit, ça s'est imposé et heureusement que, voilà, que j'avais ce bagage qui m'a permis de résister finalement parce que moi, j'arrêtais pas de me dire, j'aurais été une femme peut-être plus jeune. Moi, j'avais 36 ans quand j'ai accouché de mon premier, donc j'ai une expérience de vie un peu plus importante que si j'avais eu 25 ans, quoi. Enfin, clairement, Bien à sûr. cet âge-là, j'avais pas du tout la même confiance en moi et le même aplomb, donc j'aurais pu me laisser beaucoup plus influencer par le corps médical et du coup, pas avoir confiance dans ce que je voulais vraiment appliquer. D'accord. Oui, finalement, effectivement, tu décris le parcours de la roue, hein, ce que tu as fait, c'est ça, tu as développé une confiance en toi, tu as osé t'exprimer
et rester vraiment en lien avec ce que tu voulais vraiment. Et ça, c'est important, hein. C'est bien. Bah, c'est bien parce que ça, c'est quelque chose que tu peux refaire. Voilà, donc il va falloir réussir à le refaire. Et disons que ça, là, ce que j'appréhende, c'est que le moment d'accouchement, c'est toujours une période qui va être stressante pour tout le monde, pour l'équipe médicale comprise, surtout que j'ai des antécédents compliqués, donc ils vont peut-être être un peu plus insistants s'il y a quelque chose qui se passe mal ou enfin, qui ne leur convient pas, un peu plus insistants pour surveiller le travail, etc. Donc c'est vrai que de ce côté-là, et mon mari, il est beaucoup comme ça aussi. Donc il y a un moment, je pense que s'il y a un stress qui apparaît, au lieu d'essayer de... J'espère qu'on arrivera à dépasser ça et à se dire non mais tout va bien, voilà, il y a pas de panique, ça se passe bien, on se détend et ça va aller, plutôt que d'aller dans le sens des médecins qui ont quand même tendance souvent à surmédicaliser les accouchements. Donc est-ce qu'on arrivera à temporiser en fait? C'est vraiment ça l'inquiétude que j'ai, parce qu'une fois que le bébé est là, voilà, bon, que le bébé perde un peu de poids dans les premiers jours de vie, c'est complètement normal. Je comprends que ça stresse une équipe soignante, mais quand on a intégré que c'est normal et que l'allaitement, le début, c'est difficile, on ne s'inquiète pas forcément plus que ça. Quand le bébé va bien, que voilà, il est éveillé, il dort bien, etc. Bon, voilà. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas, l'équipe soignante n'avait pas ce raisonnement de base, en fait. C'est-à-dire que l'enfant va bien. Donc, on va peut-être arrêter de stresser la mère à faire des doubles pesées, avoir appris la tétée, machin, le tirage du lait, etc. Non, l'enfant va bien, donc on se détend, quoi. Et nous, c'était un peu le message qu'on essayait de faire passer. On est quand même un peu passé pour les chieurs, hein. Je pense que clairement, on était catalogués cette semaine-là. Mais voilà, on a finalement, même si c'était un peu tendu avec l'équipe soignante, on a réussi à se faire entendre. Ouais. Alors j'aime beaucoup, pardon. Oui. J'aime beaucoup ce que tu dis, Lauriane, parce qu'en fait, tu es en train de dire que là, c'était vraiment les médecins qui étaient flippés, qui étaient en stress, Ouais, sans les raison, aides-soignantes et les et que sages-femmes. vous êtes passé, oui, et vous êtes passé pour des chieurs parce que vous disiez, mais bon, tranquille, le bébé va bien, stop, stop, stop. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est vraiment aujourd'hui dans beaucoup de paradoxes. Moi, ce que j'aimerais expliquer aux personnes qui vont regarder le replay, c'est que vraiment, on se pose la question de base, c'est pourquoi ces médecins sont-ils archi stressés? Est-ce que toi, tu as une idée, Lauriane, Parce qu'ils Dominique? voient plein de choses. En plus, à Sainte-Mus, ils ont le service de néonat. Donc, je comprends que voilà, ils anticipent, ils aient peur que ça évolue mal quand il y a un bébé qui prend pas bien, etc. Mais ils n'avaient pas cette logique de base de dire c'est normal, un allaitement, c'est pas forcément simple. Et puis de manière que ça soit au biberon aussi, c'est pas forcément simple. Dès le départ, le bébé, c'est quelque chose de tout neuf, il doit apprendre quelque chose de nouveau. Et de respecter simplement la nature, en fait. C'est Ben tout oui, bête. mais Voilà. du coup, on a des médecins aujourd'hui qui sont Ils sont dans l'hypertension. extrêmement bien formés, extrêmement bien formés. Donc ça, c'est super pour bienvenue, hein. Nous, ça nous arrange bien quand on a un problème. Donc ils sont très, très, très bien formés à la pathologie. Et donc, du coup, ils regardent la femme encore ils regardent le ventre de la femme et dans l'idée que est-ce qu'il y aurait un problème? Est-ce que nous prenons le risque de passer à côté d'un problème? C'est-à-dire qu'il faut bien que vous entendiez, les femmes, qu'aujourd'hui, on est dans un paradoxe où c'est à vous, parents, et l'homme bienvenu, c'est à vous, parents, de rassurer le personnel médical, ce qui est quand même un comble, parce que sinon, eux, comme ils sont dans une inquiétude de passer à côté d'une pathologie, pour être sûr de ne pas passer à côté d'une pathologie, ils préfèrent surintervenir. Et comme la grossesse et la naissance, c'est une horloge fine, mais d'une délicatesse, d'une intelligence, d'une précision extraordinaire, si à un moment donné, il y a une surintervention qui est un petit grain de sable dans cette mécanique fine, eh bien, ça peut donner le phénomène du pompier pyromane, c'est-à-dire que tout allait bien et tout d'un coup, tout part en live. D'accord? Donc, effectivement, ces ateliers servent à non pas à vous mettre sur la défensive, pas du tout, du tout, mais comment créer une coopération, comment créer une confiance. Et ça,
on va le voir dans les ateliers suivants, l'homme va avoir énormément d'importance à vos côtés ou le partenaire pour communiquer d'une certaine façon pour qu'à un moment donné, si la femme, Lauriane, se sent bien et qu'il y a l'équipe médicale ou une sage-femme qui dit « tiens, là, on devrait intervenir », qu'elle puisse s'autoriser à exprimer ce qu'elle ressent. Et je vous assure que dans ces salles de naissance et ces maternités, ce n'est pas très évident à être entendu. Et c'est tout le challenge de ces 4 ateliers, c'est comment être entendu des équipes médicales, comment être entendu même de notre milieu familial quand il y a une distension, c'est-à-dire entre le ressenti de la femme et pour son bébé et l'environnement général. Surtout que, moi j'ai eu des témoignages de copines qui disaient que quand elles ont accouché par voie basse, qu'elles sont en plein travail, douleur, de contraction, etc., finalement elles sont moins entendues par l'équipe médicale. Et que si le mari n'avait pas été là pour dire non mais ça, elle vous a demandé par exemple une épisiotomie, ça c'est dans notre projet de naissance, on ne veut pas le faire, donc non, vous ne le faites pas, point. Et heureusement que dans ces cas-là, le père il est hyper important parce que la mère, sous prétexte qu'elle est dans les douleurs, voilà, on ne l'écoute plus. Après, il y a aussi le fait de peut-être dire finalement je voulais pas de péridurale, non mais là c'est bon, j'en peux plus, je veux une péridurale. Donc il y a aussi le côté du père ou d'une sage-femme soutenante qui va dire vous êtes sûre madame, est-ce que ça va à l'encontre? Et ça c'est bien d'avoir une équipe comme ça, mais si l'équipe est pas comme ça, il faut que ça soit le père quoi. Absolument. Sûr, ma chérie, c'est pas ce que tu voulais, voilà. Absolument, parce que du coup, la personne que tu cherches, Lauriane, c'est-à-dire qui va être là du début jusqu'à la fin, comme il y a des équipes qui tournent, la seule personne qui est là depuis le début, c'est le partenaire. Ah oui. Ou la mère, ou la sœur, ou la copine. Mais c'est pour ça que pour celles qui regardent le replay, il faut absolument, même quand vous avez un projet solo, il faut absolument vous choisir une personne affective qui accepte de ne jamais vous lâcher du début jusqu'à la fin de la naissance. Du coup, Dominique, tu pourrais enchaîner sur la nécessité et l'efficacité du projet de naissance? Oui, alors justement, je voulais rebondir là-dessus. Ça passe aussi quand on veut soutenir son positionnement par rapport à l'équipe médicale, ça passe aussi par des informations qu'on est allé chercher. Hein, si on n'a pas envie de ça, que voilà, on souhaite ça et pas ça, c'est parce qu'on en a discuté. Alors, la sage-femme libérale qui accompagne, elle peut parfaitement donner des informations médicales en disant bah oui, là, non, si on vous propose ça, c'est important. Par contre, là, non, c'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que de savoir où on met les pieds quand on demande en fait à l'équipe médicale de respecter ce qu'on voudrait vivre, quoi. Donc pour moi, c'est important de savoir, parce que ça donne une légitimité à notre demande. Hein, je ne sais plus, tu disais tout à l'heure, alors le fait effectivement de ne pas faire une épisiotomie, d'abord, effectivement, le partenaire, il est garant du respect de ça. Et puis si c'est un désir de ne pas avoir d'épisiotomie, j'imagine que c'est parce qu'il y a des raisons à ça et que c'est des raisons qui ont été discutées dans le couple et que, effectivement, le partenaire, il peut très bien répondre, bah non, nous, on n'a pas envie de ça, pour telle et telle raison, par exemple. Soutenir une position quand on n'est pas sûr de soi, c'est quand même plus compliqué, quoi. Oui. Donc, effectivement, ça passe aussi par des informations qu'on va chercher, soit auprès de la sage-femme, soit auprès de... Il y a plein de sources hein, d'informations. Alors, effectivement, ce projet de naissance, ça consiste en quoi? À se dire, qu'est-ce que j'aimerais vivre, en fait, pendant mon accouchement? Ou qu'est-ce que j'aimerais pas vivre? Ou quels sont mes souhaits? Est-ce qu'il y a quelque chose un petit peu élaboré déjà ou pas encore? Ou est-ce qu'il y a des choses pour vous, c'est clair pour vous, pour tous les deux? Ça, non, on ne souhaiterait pas le vivre. Alors pour l'instant, on n'en a pas encore reparlé tous les deux du projet de naissance. Pour mon premier, on en avait bien discuté. Je m'étais beaucoup renseignée sur plein de choses avant même déjà de savoir que j'allais avoir une césarienne. Bon, là, ces informations-là, peut-être que je vais me les remettre un petit peu en tête aussi pour le deuxième. Et quoi qu'il arrive, comme voilà, les circonstances n'ont pas permis ça, il y a plein de choses finalement que
voilà, j'ai pas pu accomplir même rien, parce que j'ai rien pu accomplir de ce projet de naissance à cause du contexte compliqué de la naissance, en l'occurrence. Donc, Voilà. le corps est trouvé. Après, c'est bien de voir dans le lieu où tu vas accoucher ce qu'ils font déjà, ou ce qu'ils font pas. Alors après, quand je suis arrivée à l'hôpital le premier jour de mon hospitalisation, en l'occurrence, je suis tombée sur le gynéco que j'ai gardé ensuite, qui est un jeune qui a entendu toutes mes questions. J'avais posé plein de questions justement par rapport au projet de naissance. Et il m'a dit, mais c'est très bien de faire un projet de naissance. Il m'a vraiment encouragée à le faire. Et ça, je ne m'y attendais pas forcément parce que j'avais un peu lu à droite à gauche que des fois, c'était plutôt mal accueilli, au contraire. Donc, et il m'a donné des conseils pour faire en sorte qu'il soit bien accueilli, justement, ce projet de naissance. Donc, il m'a dit, attention, quand vous allez faire votre projet de naissance, tournez les phrases toujours de manière positive. Il ne faut pas que vous disiez, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Il faut que vous disiez, j'aimerais que ça se passe comme ci, comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir une réelle importance dans comment il va être reçu par l'équipe médicale. S'il est bien reçu, vous ne passerez pas pour le chieur, en l'occurrence. Voilà. Et il y a plus de chances qu'il soit appliqué. Voilà. Après, c'est clair que je savais que j'avais des problèmes, donc j'avais toujours mis des réserves, sous réserve qu'il n'y ait pas d'urgence, etc. J'aimerais que ça se passe comme ci, comme ça. Le cordon ombilical, je voulais limiter les interventions. J'avais dit, ok pour un cathéter, mais si on n'est pas obligé de me mettre direct des choses dedans, voilà, s'il y en a un juste en cas d'urgence, ok, mais peut-être pas d'être sous perfusion tout de suite si c'est pas nécessaire. J'avais demandé que le cordon soit coupé le plus tardivement possible, etc. Bon, tout ça, ça n'a pas été possible. J'avais demandé aussi qu'on me mette le bébé immédiatement sur moi, qu'il soit, s'il allait bien, évidemment, pour qu'on puisse faire du pot à pot tout de suite, une tétée d'accueil, etc. Tout ça, je n'ai pas pu le faire. Voilà. Enfin, clairement, ma césarienne a été trop compliquée. Ça n'a pas été possible. En plus, de toute manière, il est sorti en hypoxie, donc il a tout de suite été réanimé. Et ensuite, je l'ai vu pas longtemps parce que la césarienne a été trop longue. Mais il a quand même pu faire le pot à pot avec son père. Au moins, c'était déjà ça, quoi. Voilà. Comment est-ce que tu as pu faire Alors, il faut savoir que les... Oui, comment est-ce que tu as fait le deuil de ce que tu souhaitais et qui n'a pas pu se réaliser? J'ai eu le temps de le faire déjà, parce que je pense que par rapport à des femmes, j'en ai discuté aussi avec des copines, des femmes qui veulent un accouchement par voie basse physiologique, sans péridurale, etc., et qui, dans l'urgence, on leur dit non mais là ça passe pas, il faut faire une césarienne. Je pense que pour elles, ça doit être hyper dur d'accepter de ne pas avoir pu le faire déjà, de dire j'ai pas été capable de le faire, alors que c'est pas nous, c'est le corps, c'est tout, c'est comme ça, on n'a pas de maîtrise sur ça, mais je pense que quand c'est dans l'urgence comme ça doit être dur. Et moi, j'ai eu cette chance, encore une fois, d'avoir le temps de m'y préparer. D'accord. D'avoir le temps de faire le deuil, puisque j'ai appris vers 5-6 mois que c'était mort pour l'accouchement physiologique, et que j'aurais forcément une césarienne, qu'elle serait pas facile. Donc, dès le départ, on m'a dit c'est pas sûr que le père puisse venir parce que ça risque d'être compliqué, etc. Puis après, il y a le confinement qui est arrivé sur le tout, donc bon, c'était encore un autre problème. Mais donc, ça m'a permis de me préparer et heureusement, finalement, avec le recul, je me dis que dans notre malheur, entre guillemets, on a eu le temps de se préparer, on a eu le temps d'anticiper, on a eu le temps du coup de vivre relativement sereinement la césarienne, même si ça a été compliqué. D'accord. Donc, comment on a fait? Petit à petit, voilà, j'ai beaucoup pleuré, hein, je veux dire, j'ai fait le deuil, donc j'ai pleuré, j'ai dit, voilà, c'était difficile pour moi de faire ce deuil-là parce que ça me tenait vraiment à cœur, mais j'ai eu le temps de le faire, d'y réfléchir, de comprendre pourquoi. C'était vraiment important. Moi, j'ai toujours besoin de comprendre pourquoi, en fait. Si je ne comprends pas, je n'arrive pas à l'accepter, je pense, comme beaucoup de gens. Et donc, je me suis documentée, j'ai compris pourquoi, j'ai eu le loisir de poser des questions aux gynécologues et aux médecins, et j'ai osé les poser aussi, ces questions-là. Donc j'ai eu les réponses qui m'ont permis de comprendre pourquoi je ne pouvais pas faire ce que je souhaitais. Et voilà. Donc, et puis après, sur le moment, j'ai bien vu pendant la césarienne que c'était compliqué et que ce ne serait pas possible que j'ai le bébé tout de suite,
quand on voit votre bébé partir direct, qui pleure pas et que la sage-femme elle part en courant, on se dit oh purée, qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, ça c'est un petit coup de stress en plus. Et puis finalement voilà, il est revenu, on me l'a présenté, pas longtemps, mais on me l'a présenté un petit peu. Mais c'est vrai que même ça, pendant une césarienne, j'avais vu qu'on pouvait récupérer le bébé pendant la fin de la césarienne. Bon bah moi j'ai pas pu avoir ça parce que ma césarienne a été longue. Donc et je le comprenais très bien, puisque je comprenais ce qui se passait. Je veux dire, de par mon métier, je sais ce qui se passe dans les chirurgies quand c'est compliqué, qu'il y avait des hémorragies, etc. Donc, je savais que c'était compliqué. Donc, je n'ai pas insisté. Voilà. C'est une grossesse et un accouchement riche d'expériences pour le suivant. Hein. Ah oui, oui. Parce que vraiment, tu as vraiment beaucoup travaillé là-dessus et sur toi. C'est beau. Hein. Oui. Oui, je piétine parce que j'ai peur d'oublier, même si je note. Alors, bah, écoute, c'est vraiment très très riche cette séance. Je voudrais qu'on conclue sur, ce projet de naissance. Alors en fait, effectivement, merci ce gynécologue, je ne sais pas son nom, mais vraiment c'est hyper précieux cet accompagnement. C'est-à-dire qu'effectivement, ne faites pas une liste de je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Exprimez plutôt ce que vous aimeriez. Et ça va se faire en deux temps. C'est d'abord, vous faites une liste. Alors, ça va vous demander de vous informer, effectivement, de poser des questions. Ces ateliers sont aussi là pour ça, pour que vous sachiez ce que vous avez envie et ce dont vous n'avez pas envie, puisque pour la plupart, c'est la première fois, donc vous ne savez pas vraiment. Une fois que vous avez fait votre liste, vous allez à un rendez-vous à la maternité et vous dites toute votre liste, parce qu'il y a plein de choses où la maternité, le personnel de la maternité, ah ben ça on fait, donc vous barrez, ça on le fait, ça il n'y a pas de problème. Et du coup, il faudrait il ne vous reste que 3 choses. C'est pas la peine de faire une liste au Père Noël de 10 items. Voilà, 3 choses qui sont vraiment très très importantes pour vous. Effectivement, ça peut être de couper le cordon ombilical le plus tardivement possible. Il y a plein de raisons pour ça. Donc, voilà, c'est vraiment en 2 temps. C'est très léger, c'est-à-dire que ça doit être très synthétique, ça doit pouvoir se lire en un seul coup d'œil. Et rappelez-vous que c'est une des raisons une des opportunités de vous exprimer ce que vous aimeriez et ce que vous n'aimeriez pas. D'accord ? Je me fais une petite parenthèse sur l'épisiotomie. L'épisiotomie aujourd'hui est fortement déconseillée par l'OMS, d'accord? Donc l'Office mondial de la santé. Aujourd'hui, on préconise de ne plus faire d'épisiotomie, à l'exception d'une chose, c'est quand vous avez un périnée friable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une qualité de peau. Vous voyez bien, friable, hein, ça parle de lui-même. C'est-à-dire que c'est une qualité de peau qui est vraiment, qui se délite comme ça. Et effectivement, dans ce cas-là, ce qui est vraiment assez rare, même très rare, il vaut mieux faire une épisiotomie. Sinon, il vaut mieux l'éviter. Donc, effectivement, ça peut être quelque chose, ça peut être vraiment mis sur le projet de naissance. Une dernière chose pour ce projet de naissance, on pourra répondre à vos questions dans le prochain atelier, c'est qu'il faut aussi dire ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait pour que ce projet de naissance puisse se faire? Je m'explique. C'est-à-dire que si vous mettez « j'aimerais avoir la péridurale le plus tardivement possible », on verra sur les séances prochaines pourquoi c'est important ça, de demander la péridurale le plus tardivement possible. Eh bien, qu'est-ce que vous avez fait pour? Et pour cela, de mon côté, je me suis entraînée à dépasser la douleur, je me suis entraînée, et vous notez ce que vous avez fait. Du coup, le personnel médical se dit « Ah oui, ce n'est pas uniquement une liste comme ça, elle s'est donné les moyens. » C'est important qu'ils puissent lire que vous vous êtes donné les moyens. J'ai fait de l'autonomie. J'ai travaillé avec telle personne, telle personne, telle personne. Et nous, Naître Enchanté, si vous suivez les 4 séances, on vous fait une attestation de formation que je vous invite vraiment à glisser ou à agrafer avec votre projet de naissance. Les équipes médicales sont très, très émues de voir cette attestation parce que ça veut dire que vous avez pris le temps de la télécharger, de la remplir, de l'imprimer, de l'agrafer avec votre projet de naissance. Et ce qu'ils me disent, c'est qu'ils se sont considérés. Donc, ce temps-là, prenez-le. Ça fait vraiment une coopération, ça construit une coopération et
un respect mutuel. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais juste te faire une petite aparté, Lauriane. Ton bébé, il a été immédiatement mis en couveuse pour la réanimation. Le signe, c'est pas… Non? En réanimation? Couveuse, en fait. Il a été directement dans la salle d'à côté. Ouais. Ça a été une réanimation rapide. Hein. Il n'a pas eu besoin d'aller en couveuse. C'est juste qu'il ne respirait pas en naissant. Ils ont eu du mal à le sortir. Je ne savais pas que ça pouvait arriver, mais ils ont eu du mal à le sortir par césarienne. Donc, il était cyanosé. Ils l'ont tout de suite réoxygéné et c'est reparti de suite. Voilà. Mais très bien. Il n'est pas Alors, ce que je veux te dire, c'est que le signe qu'il ne pleure pas n'est pas forcément un signe qu'il ne va pas bien. Je te le dis, si jamais tu mets au monde par voix basse et que tu ne l'entends pas pleurer, ne stresse pas pour le deuxième, d'accord? Il peut très bien arriver sans pleurs et aller très très bien, c'est parce que juste, il va bien, quoi. Tu vois? Oui, il est serein. Il y en a même aujourd'hui qui arrivent en souriant, tu vois, et les yeux ouverts. Ah oui, c'est impressionnant. Ils ont un clin d'œil aussi. Voilà, donc c'était important pour moi et je voudrais vraiment dire que voilà, on va basculer sur le troisième item qui est important pour nous dans cet atelier avec le rêve éveillé. Mais avant cela, je voudrais vraiment t'inviter, Lauriane, à travailler à deux endroits, c'est-à-dire qu'effectivement, ton projet de naissance, parce que c'est quand tu nous dis, waouh, j'ai un peu peur de me dire à quelle sauce je vais être mangée, tu vois. Bon, le projet de naissance, il est vraiment là et ça montre vraiment ce que tu souhaites. Et puis, ton partenaire va vraiment pouvoir dire, voilà, rappelez-vous, on a fait un projet de naissance, on a une attestation, on a fait plein de choses, on est là, quoi. Et du coup, ça amène un respect des équipes médicales. Vous n'êtes pas comme la plupart qui subissent, qui très vite se mettent en mode, allez-y, accouchez-moi, quoi. Tu vois. Et du coup, ils ont beaucoup de respect pour les gens qui se sont donné les moyens d'être acteurs. Parce qu'en fait, quand tu me dis je voudrais accoucher par voix basse, moi, ce que j'entends, c'est que tu veux fondamentalement, tu me dis si j'ai pas bien compris, mais fondamentalement, tu souhaites être actrice de la naissance de ton enfant. Oui, tout à fait, c'est ça. Et quand tu sais ça, c'est là où je te demande de ne rien lâcher sur ce désir. Tu peux vraiment être actrice de la naissance de ton deuxième enfant, même en césarienne. Et je te demande vraiment de te mettre en route par rapport à ce désir-là, c'est-à-dire que tu lâches rien de ton projet d'être actrice de ton accouchement, même en césarienne, et c'est possible. D'accord. D'accord ? Il y a vraiment des possibilités. Écoute, qu'est-ce que tu en penses, Dominique ? On passe au troisième, au rêve éveillé ? Oui, je ne sais plus où on en est dans le PowerPoint, mais bon, on a dû faire… Oui, peut-être qu'on va faire un… Juste pour… Ouais, tu as raison. Alors attends, blam. Petite pause technique. Clonk. Voilà. Donc nous, pour la confiance, on parle toujours, vous voyez, hop, effectivement, de cette roue de l'estime de soi. Vous l'avez là ? Oui. Donc, effectivement, j'espère qu'à la fin de cet atelier, vous allez avoir cette confiance un peu plus reboostée. Normalement, là, en replay, c'est difficile, mais bon, on vous laisse vous exprimer le plus précisément possible. Et puis, là, on va aller vers un dépassement de vous-même, c'est-à-dire qu'on va vous demander de faire une expérience tous les jours, 3 minutes, qui va vraiment faire une différence sur la suite. Ça s'appelle le rêve éveillé, c'est pas nous qui l'avons créé, c'est Marie-Hélène Devalor, qui est une sage-femme du côté de Montpellier, qui a fait ce rêve éveillé sur un nombre incroyable de femmes, je crois toute sa carrière, sur je crois bien 3000 femmes. Hein, et puis il y avait un groupe qui faisait ce rêve éveillé pendant la grossesse, et un groupe qui ne le faisait pas. Et ça a été très très net, la différence, c'est que celle qui ne faisait pas ce rêve éveillé, et vous allez voir ce que c'est, a accouché de manière plus longue. Alors, qu'est-ce que c'est ce rêve éveillé ? Dominique va vous emmener là-dedans. Vous allez le vivre avec la voix de Dominique, et après, je vais vous demander de le faire tous les jours, une fois. Ça prend 3 minutes, juste avant de vous endormir ou juste avant de vous réveiller. C'est le plus pratique. Et c'est un rêve et en fait, elle va vous faire un ancrage de sécurité
future. Vous allez voir, elle va vous faire un ancrage de sécurité future. Je voudrais juste regarder la suite du PowerPoint. Voilà, vous voyez, on a les objectifs de cette séance. Comment vivre avec un diagnostic médical stressant? On l'a un petit peu abordé au début avec Lauriane, mais bon, faute faute d'autres personnes, bon, on n'a pas pu aller un peu plus loin. Le projet de naissance, comment s'en servir mieux? Je pense que vous avez plus de billes. Et puis, le rêve éveillé, 3 ans plus tard, l'antidote à l'appréhension du futur fait une vraie différence au moment de l'accouchement. Voilà. Ça, c'est la suite. Écoute, Dominique, j'arrête de partager. Puis, je pense que... tac, comment je sors là? Tac. En fait, on a changé de plateforme. On est passé de Zoom à Skype. Et du coup, on est un peu pataude là-dessus. Voilà. Tac. Ça y est, je reviens vers vous, j'arrête de partager. Voilà. Ok. Alors, ce rêve éveillé, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce que justement, Marie-Hélène de Valor, elle s'est rendue compte que les femmes qui l'avaient fait, elles ont imaginé une situation, on va le voir là, assez fluide, et une situation 3 ans plus tard, en fait. L'idée, c'est ça, c'est d'imaginer un moment avec cet enfant dans 3 ans. Il a 3 ans. Et elle s'est rendue compte que toutes les femmes qui avaient fait en fait ce rêve éveillé avaient un accouchement fluide aussi. C'est-à-dire que le fait de projeter dans le futur une situation fluide, j'ai envie de dire ça, mais c'est plus que ça, mais ça impacte en fait le présent quelque part, ça c'est une constatation, hein, c'était une étude randomisée, ce que tu disais, hein, Magali, c'est très à la mode aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une étude comment dire, qui est valable, hein. Et donc, voilà. Ce rêve éveillé, c'est donc imaginer le meilleur dans 3 ans avec cet enfant. Alors, on imagine qu'on part au jardin public avec cet enfant. On peut imaginer le parcours, on y va à pied et voilà, cet enfant, on lui donne la main, on imagine, et peut-être qu'il y a un jardin public pas loin de chez toi, mais on imagine, et si c'est réel, et pourquoi pas se projeter sur ce chemin que tu peux être amené à prendre avec cet enfant. Voilà, imaginez le temps que ça prend, que peut-être que tu passes toujours devant la maison d'une petite dame qui est à sa fenêtre et qui fait signe à ton enfant. Peut-être aussi que au printemps ou en été, tu passes à côté d'un jardin où il y a des roses qui sentent très bon. Ça te prend peut-être un quart d'heure, 20 minutes, mais tu goûtes ce moment-là avec cet enfant, et c'est une joie pour chacun de vous deux, hein, d'aller au jardin public. Et puis, arrivé au jardin public, tu t'installes sur un banc. Et puis, tu regardes ton enfant qui va jouer avec les autres. Il a emmené des petits jouets, il va peut-être aller dans le bac à sable. Il prête son seau, il prenne son petit râteau. Il a des relations tout à fait ouvertes avec les autres enfants. Il est souriant, il est lumineux, il est solaire. C'est un enfant avec qui la vie est fluide. Et en le regardant, tu te dis, mais c'est vraiment facile, c'est simple, c'est simple. Si on m'avait dit que c'était si simple. Et c'est comment dire ça? Une, un ravissement, et puis c'est de l'observer, et c'est aussi, ça remplit de joie de l'observer. Et puis, à un moment donné, ça sera le moment de retourner à la maison, donc voilà, tu vas l'appeler, il va peut-être pas répondre tout de suite, il va vouloir continuer à jouer, et puis, tu vas lui faire, une blague. Peut-être que tu vas te cacher derrière, un arbre, bref, c'est un jeu que vous faites à chaque fois, donc il sait bien que tu n'es pas parti. Et puis finalement, vous rentrez à la maison, par le même chemin, et puis vous conversez tous les deux, et c'est un moment qui est goûté par vous deux, par lui, par vous, par toi. Et puis vous rentrez à la maison, c'est l'heure du déjeuner.
Et c'est un moment magnifique, partagé à deux, quoi. L'idée, c'est effectivement d'imaginer cette situation. Moi, j'ai imaginé quelque chose, mais tu peux imaginer complètement autre chose. L'idée, c'est d'y mettre des détails, des choses qui te parlent, et d'observer ce que ça te fait à l'intérieur quand tu imagines ça. Ça te prend 2, 3, 4, 5 minutes, tout dépend du temps, des détails qu'on rajoute à l'histoire. Mais qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de soi quand on imagine ce moment-là? Et c'est une sensation à laquelle, tu peux te connecter, même pendant l'accouchement d'ailleurs. Parce que c'est un avenir, c'est une projection sur la suite, et ça peut être tout à fait, une énergie, qui t'habite et qui t'aide, hein. C'est oser l'image d'Épinal, Lauriane. Tu vois, c'est oser envisager le meilleur. On va pas toujours faire ce genre d'expérience. Il y a une semaine, il y a un atelier où on vous demandera d'oser imaginer le pire, ce qui vous fait le plus peur, et de trouver la ressource pour que vous restiez dans quelque chose qui vous, dans la création d'un moment exceptionnel. Mais là, cette semaine, on vous demande vraiment d'oser imaginer la simplicité, la beauté, la poésie, le fait que votre enfant, honnêtement, quand vous le regardez dans ce parc, il est le plus beau, le plus bien dans ses baskets. Il est trop mignon, et vraiment, si on vous avait dit que c'était si simple. L'idée, c'est ça, tous les jours, 3 minutes. Osez faire ça, et puis ça fait une vraie différence dans le futur. Est-ce que tu as des questions, Lauriane? Quelles pourraient être tes questions? Pour ce rêve éveillé, est-ce qu'on imagine avec seulement l'enfant à naître? Ou s'il y a déjà un autre enfant, on imagine l'autre enfant dans la scène? Ah ben, merci beaucoup, parce que c'est ce que je voulais te proposer, c'est-à-dire que bien sûr que, comme ce que tu nous as nommé pendant la séance, c'est que tu te demandais si vraiment ils allaient s'entendre, ces deux-là, ou si, bah, évidemment que là, tu peux oser l'image d'Épinal de deux gamins qui s'adorent et qui sont hyper complices dans ce jardin, tu vois. C'est vraiment oser le rêve. Mais par contre, ce qu'on te demande, c'est d'être hyper précise. Vraiment, tu es une caméra, tu es une chef opératrice, et tu fais un gros plan sur la petite main qui vient dans la tienne, tu fais un gros plan sur le regard complice de tes deux enfants. Tu vois, tu te régales de tout, de micro-détails. C'est ça qui va faire le changement, tu vois. Ok. Ok. Quelles seraient d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Alors, j'en profite parce que des fois on me dit oui, mais moi je ne sais pas le sexe de mon enfant, donc je ne sais pas comment je fais ce rêve éveillé. Ben, quand vous ne connaissez pas le sexe, vous pouvez vraiment un soir vous imaginez que c'est une fille, un autre soir vous imaginez que c'est un garçon, par exemple. Voilà, n'imaginez pas que ça va traumatiser vos enfants in utero, hein, du tout, du tout, hein. Eux, ils vont sentir que ben vous êtes dans une détente, dans une joie, et c'est ça qu'ils vont percevoir, et pas du tout si, si vous vous trompez de sexe. Ok? Si, j'ai quand même une autre question. Oui. Est-ce que c'est toujours la même scène qu'on imagine? C'est-à-dire, on réfléchit à une scène au départ, que ce soit le parc ou autre chose. Et est-ce qu'on imagine chaque jour la même chose avec les mêmes détails? Ou est-ce que ça va être des scènes différentes de la vie, mais toujours en se focalisant sur le bonheur des petits détails qu'on peut voir? Alors, j'aurais envie de te dire oui, c'est toujours le même rituel. C'est le rituel du dimanche matin, par exemple. Sauf si tu as plus de plaisir et de joie à varier les plaisirs, à varier les films. Tu vois? C'est-à-dire que c'est des questions, ça, où il y a une évidence, et puis vous êtes toutes exceptionnelles, les femmes, vous êtes toutes différentes. Donc, ce qui va te guider, c'est ton désir. C'est ton désir à être la chef-op. Ça répond à ta question? Oui. Super, merci. Bah écoute, je rebascule sur le PowerPoint et je te laisse terminer. Hop. Alors.
J'y suis pas arrivée. Bloom. Voilà. C'est bon, vous êtes sur le PowerPoint là? Alors, on est sur les objectifs de cette séance, donc voilà, on les a tous envisagés. Donc ensuite, c'est ah oui, une série inspirante, Babies. Oui, chaque Euh, fois, on vous propose une ressource. Alors, avant, on en mettait beaucoup. Là, maintenant, on n'en met plus qu'une parce que vous n'avez pas le temps, etc. Donc, on a fait le choix délicat d'en choisir qu'une. Eh bien, là, vous avez sur Netflix. Alors, si vous n'êtes pas abonné sur Netflix, vous pouvez vraiment prendre l'abonnement temporaire, ce qui fait que vous ne payerez rien et vous aurez le temps de regarder cette magnifique série qui sont les nouvelles connaissances et les nouvelles recherches sur le développement du bébé dès la naissance. C'est extraordinaire, c'est dans le monde entier, c'est avec des familles du monde entier, c'est vraiment très 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 inspirant. Par contre, on ne voit pas la diapo en question et du coup, on ne voit pas Ah, la référence. c'est resté sur les objectifs de cette séance. pourtant, moi ça fait un moment que je suis sur le... Oui, mais tout à l'heure, ça fait la même chose. C'est vrai que c'est pas C'est aussi pas simple que ça. très fiable. Et là, comme ça, Non, ah oui, ça y est. Ça y est. ça marche. Donc, le nom de la série, c'est Babies, c'est ça? Oui, absolument. Babies sur Netflix. En fait, c'est quand je mets en gros plan que ça saute. Donc nous voilà, nous avons fait le tour et pour qu'on arrive sur cette séance, Lauriane, à l'accomplissement de toi, il va falloir que tu nous répondes quelque chose à partir de dites-moi une chose que vous retenez de cet atelier. Donc Lauriane, dites-nous une chose que tu retiens de cet atelier, s'il te plaît. La discussion, l'ouverture de la discussion. Ok. L'ouverture de la discussion pour aborder sans tabou, je pense, les problèmes qu'on peut rencontrer. Après, voilà, je suis toute seule, donc c'est sûr que les personnes qui vont regarder vont peut-être se dire, bah oui, mais moi j'ai telle ou telle expérience et j'aimerais bien en parler. Donc, mais en l'occurrence, voilà, c'est une discussion sans tabou. Si on ose parler, il n'y a pas de problème. D'accord. Eh bien, donc pour la suite, on va vous envoyer un quiz de la séance qui permet de revisiter de manière encore complémentaire tout ce qu'on a un peu remué pendant cet atelier. Et dans ce quiz, il y aura le lien du replay. Et on vous dit à mardi prochain, on vous espère nombreuses. C'est un peu ma faute parce que j'ai envoyé le lien au dernier moment, donc je comprends bien que c'est difficile de s'organiser au dernier moment. Et puis, je laisse Dominique vous expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est que cette association Naître Enchanté. Voilà. Alors, il y a trois choses. Il y a Naître Enchanté proprement dit, qui est une association qui propose des accompagnements pour, voilà, autour de la vibration sonore, pour mettre au monde son enfant dans la joie et développer une parentalité joyeuse, hein. Il y a une autre association, enfin, il y a Vivre Enchanté, qui est une association qui propose des formations. Et ensuite, le troisième volet, qui est recherche et développement, dans lequel il y a eu la création d'un diplôme universitaire. Voilà. Alors, Naître Enchanté, c'est des entraînements bon, pour le couple, hein, avec l'association Naître Enchanté, des formations pour les sages-femmes, donc là, c'est tout le volet formation, diplôme universitaire. Ou alors mentoring, Magali, je me souviens plus. Oui, en fait, au fur et à mesure qu'on forme des sages-femmes, on nous demande plutôt du mentoring, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont formées à la préparation à la naissance, à la parentalité, Naître Enchantée, qui permet, comme je te l'avais dit, Lauriane, de rester actrice de son accouchement, quelles que soient les situations, en césarienne, actrice en couple, avec une césarienne, avec un déclenchement, etc. Bah, du coup, une fois que les sages-femmes se sont formées à cette préparation, qui est toute nouvelle, hein, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de sages-femmes qui sont formées, mais elles sont très très friandes du mentoring, c'est-à-dire qu'elles souhaitent rester en lien
à raison d'une fois par mois, c'est de la supervision, mais comme elles sont formées, après, ce sont des regroupements de professionnels autour de Naître Enchanté. Voilà. Voilà, d'accord. Et puis le dernier volet, donc, qui sont des ateliers sur la parentalité dans les entreprises. Donc, voilà, s'il y a des entreprises, à ta connaissance, qui pourraient avoir envie de mettre en place ces ateliers, ben, Magali est toute prête. Oui, vous contactez l'association. Ouais. Alors, ensuite, voilà. Alors, on a vu tout à l'heure à l'entrée, au début de la séance, les ateliers collectifs, dont celui-ci pour le premier mardi du mois. Une fois que, alors le jeudi, c'est des ateliers qui vont vraiment rentrer, j'ai envie de dire, dans le vif du sujet, c'est-à-dire vraiment l'accouchement. Le VA entre les contractions, c'est l'utilisation de la vibration sonore et de la gestion aussi des situations qu'on a pu évoquer d'ailleurs tout à l'heure, des situations stressantes pendant l'accouchement. Comment je me repositionne par rapport à ça. Donc là encore, on a 4 jeudis. Donc le premier jeudi, c'est le VA au moment des contractions, le VA pendant les contractions, le VA au moment des interventions médicales s'il y en a, et puis enfin le VA au moment des retours de couche. Donc voilà, avec un outil ciblé. Et qu'est-ce que ça amène? Ça renforce en tout cas la confiance en soi. Ça permet de gérer les douleurs physiques, ça permet de gérer aussi les douleurs psychiques, c'est-à-dire, tu l'évoquais tout à l'heure, quand il y a une intervention qu'on n'avait pas prévue, c'était arrivé à des amis à toi, c'est pas forcément bien vécu. Et là, on apprend à essayer de les vivre et de les transformer en quelque chose de positif et de joyeux, de rester dans la joie pour accueillir l'enfant. Ça apprend à coopérer avec les équipes médicales de santé, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, ça transforme les contraintes en projets. Et puis, effectivement, le couple se trouve vraiment renforcé dans la complicité. C'est vraiment une équipe de parents qui accueille son enfant, quoi. Et ça, c'est magnifique aussi. Et puis, voilà, ça a comme conséquence que les pères, effectivement, cette EVA, on leur donne la possibilité de s'impliquer concrètement. Les bébés, ils sont plus calmes et plus apaisés. Et puis les patientes, elles sont fières d'elles, quoi. Elles ont fait une expérience de dépassement qui les rend fières d'elles. Et ça, c'est magnifique pour elles, mais c'est aussi magnifique pour le bébé. Voilà, qui ressent une maman fière d'elle et un papa fier de lui aussi. Voilà. Et puis, ce site www.naîtrenchanté.com où il y a plein d'infos, plein de possibilités de se former à Naître Enchanté. Voilà. Eh bien voilà, on a fait le tour. Écoute, merci Lauriane, merci Dominique. Peut-être à la semaine prochaine, Lauriane, et puis on vous attend. On sera là mardi prochain à la même heure. Bonne semaine. Merci Anne. Au revoir. Bon réveillé. Au revoir. Oui.